Bonjour Mickaël, Bonjour. tu es metteur en scène et aussi directeur du Rideau de Bruxelles. Est-ce que je peux te demander de quoi tu penses avoir besoin aujourd'hui pour faire correctement ton métier? Donc d'abord en tant que metteur en scène et puis peut-être en tant que directeur d'institution. Alors faire correctement son métier, c'est d'abord, à mon avis, avoir les bons collaborateurs et les bonnes collaboratrices, pouvoir travailler en groupe, puisque le théâtre, c'est un métier qui s'exerce en groupe. C'est d'ailleurs pour moi une chose très importante, puisque je suis au départ quelqu'un de plutôt introverti, plutôt solitaire, et le théâtre m'oblige à aller vers les autres. Donc je dirais que pour moi, et de plus en plus, plus j'avance en âge, c'est avant tout une aventure humaine. Voilà, donc c'est pour moi la chose la plus importante, c'est trouver les bonnes personnes avec lesquelles travailler, que ce soit dans le métier de directeur ou dans le métier de metteur en scène. Et puis aussi, peut-être plus concrètement, quelles sont les relations que tu entretiens avec l'ONEM? Avec l'ONEM, alors la dernière fois que j'ai eu des relations avec l'ONEM, c'était en 1994, j'ai cette chance-là, année où j'ai commencé à enseigner. Et donc depuis, je n'ai plus eu un jour de chômage. Donc j'ai enseigné d'abord au Conservatoire de Liège et puis depuis 2003 au Conservatoire de Mons, où j'ai un temps partiel de professeur qui me permet d'échapper à l'horreur, je pèse mes mots, et aux tracasseries de l'ONEM. En tant que metteur en scène, comment est-ce que tu choisis tes auteurs? Comment est-ce que tu les rencontres? Comment est-ce que ça se passe? Quand est-ce que tu décides que tu vas monter telle pièce ou telle autre? Alors ça, c'est variable. D'abord, je monte des auteurs morts et des auteurs vivants, donc ça ne se passe pas toujours de la même façon. Je peux monter des textes qui sont déjà écrits ou passer des commandes ou des invitations, disons, j'aime pas beaucoup le mot commande, à des auteurs ou à des autrices. Pour moi, c'est une rencontre avec une écriture, avec une langue, et je dirais que, comme je dis souvent, un texte m'intéresse à partir du moment où je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire. C'est-à-dire que si je vois trop bien ce que je vais pouvoir faire avec mon savoir-faire de metteur en scène d'un texte, ça va assez vite me tomber des mains. Pour moi, un texte, c'est quelque chose qui doit résister. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches de gens qui écrivent et mettent en scène leur propre écriture. Ça donne des choses parfois très très bien, mais moi, je serais incapable de faire ça parce que pour moi, le texte, il y a une notion d'altérité, c'est-à-dire que j'ai besoin que ça soit quelqu'un d'autre qui porte la langue, et puis que je m'y confronte. Et voilà. Et pour moi, il doit y avoir du jeu, il doit y avoir de la résistance. Et je dirais que pour moi, voilà, tout le travail d'imaginaire, avec tous les collaborateurs de nouveau, l'espace, la lumière, le son, le jeu, tout ça vient parce qu'il y a une interrogation face au texte. Donc voilà, j'aime les matériaux textuels qui résistent et évidemment qui m'interrogent, qui me questionnent. Et puis en tant que directeur d'institution, du coup, comment est-ce que tu choisis là, c'est pas seulement les auteurs et les autrices, mais c'est les spectacles en fait, les projets. Comment ça se passe? Il y a un comité de lecture au Rideau? Alors d'une part, il y a un comité de lecture qui s'appelle la liseuse, effectivement, dont on reçoit beaucoup de textes. On se procure aussi des textes. On mène un travail de réflexion dramaturgique. Bien sûr, on lit les textes, on s'efforce de répondre aux auteurs pas trop tard. Parfois, on est assez Ça prend combien de temps en moyenne ça? Alors, on essaye de pouvoir donner une réponse dans les 3 mois. Ça, voilà, ça c'est l'objectif. Et puis, il y a beaucoup de projets qui sont effectivement portés par des équipes qui viennent nous trouver. C'est sûr que si on regarde l'évolution du théâtre depuis, on va dire, une trentaine d'années, on est passé d'un modèle où c'était le directeur tout-puissant qui choisissait le texte, puis qui choisissait un metteur en scène, et puis qui faisait la distribution avec le metteur en scène, ou lui-même, à un mode de fonctionnement où ce sont les artistes eux-mêmes qui viennent proposer les projets. Et je dirais que le directeur, lui, il doit faire un récit avec tout ça. Pour moi, une saison, c'est un peu comme un récit, même si je me méfie très fort des saisons à thème, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, il faut articuler les choses.
Et là, on rencontre les artistes, que ce soit un auteur, que ce soit un metteur en scène, que ce soit les deux qui viennent nous trouver. Et puis, je ne travaille pas tout seul à ça non plus. J'ai un conseiller dramaturgique, Quentin Simon, avec lequel on discute de chaque projet très longuement. Et puis à un moment donné, voilà, on sent qu'il y a une nécessité de répondre à tel ou tel projet. Je dirais que pour moi, la principale difficulté pour un directeur de théâtre, c'est pas de trouver des projets intéressants, c'est de devoir refuser des projets qu'on souhaiterait pouvoir faire, mais qu'on ne peut pas faire parce qu'on a un nombre de cases limitées dans une saison. On a des moyens qui sont ce qu'ils sont, qui ne sont pas négligeables, mais ils ne sont pas non plus extensibles. Et c'est ça qui est difficile. Voilà. C'est parce que moi, je souhaiterais faire beaucoup de projets. À la fois, si on fait trop de projets, on ne pourra pas assez bien les accompagner, parce qu'on est avant tout une maison de création, Rideau de Bruxelles, une maison qui accompagne les processus. Ça, on y tient très fort. On n'est pas... Par exemple, j'aime pas beaucoup le terme de programmateur. Voilà, je ne suis pas juste quelqu'un qui programme. Je suis un directeur artistique, donc je suis dans un dialogue avec les artistes. Et voilà, donc c'est ça la difficulté. Et puis aussi, un autre souci, c'est de pouvoir faire confiance à des artistes sur la durée, mais de ne pas non plus avoir juste une écurie d'artistes et puis de se fermer à tout le reste. Il faut trouver un équilibre là-dedans. Moi, quand j'étais metteur en scène indépendant, je dirais, j'ai souffert de devoir frapper toujours aux portes et d'avoir des difficultés à inscrire mon travail sur la durée dans un lieu. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir des artistes associés à qui on donne confiance sur une certaine durée. Et puis des artistes qui ne sont pas artistes associés mais avec lesquels il y a une certaine fidélité. Et puis chaque saison, voilà, de nouveaux artistes qui n'ont jamais travaillé au Rideau et qu'on souhaite accueillir. Mais je voudrais revenir là-dessus de deux manières. D'abord, sur la question des auteurs et des autrices de théâtre. Si un auteur ou une autrice de théâtre dépose un texte au Rideau, au comité de lecture, oui. Mais qui n'a pas de metteur en scène, ni de metteuse en scène d'ailleurs, qui est juste, ou qu'elle est juste là avec son texte, est-ce qu'il ou elle a une chance en fait d'attirer l'attention du Rideau, et même sans sans producteur, c'est possible, sans oui, aide, c'est etc. possible. Pour être tout à fait honnête, je dirais que la majorité d'une programmation n'est pas constituée comme ça, mais il arrive régulièrement effectivement qu'un texte nous arrive et puis qu'on essaie de voir avec l'auteur comment on monte la production. Par exemple, au Théâtre de Poche de Genève, là, il fonctionne entièrement comme ça. C'est le comité de lecture qui sélectionne les textes et donc qui décide de la programmation. C'est vrai qu'aujourd'hui, le plus souvent, on est face à des porteurs de projets. Il se fait qu'il y a de plus en plus de porteurs de projets qui sont à la fois auteurs et metteurs en scène. Hein. Si je prends Céline Delbecq et Axel Cornille, par exemple, qui sont nos deux nouveaux artistes associés, ils écrivent et ils mettent en scène leur propre écriture. Donc voilà, ils arrivent avec des textes, mais ils les montent. En revanche, par exemple, quand Régis Duquet est venu nous trouver, il venait avec les textes, et puis les productions sont venues après, et puis Régis s'est mis à mettre en scène aussi. Donc voilà, il y a toutes sortes, je dirais, de façons pour un texte d'arriver à la scène. Mais je pense que dans un fonctionnement idéal, il faudrait arriver à un fonctionnement assez mixte, voilà, d'avoir à la fois des projets qui sont portés par des metteurs en scène ou par des collectifs, et puis aussi de pouvoir donner vie à des textes. C'est pas facile d'articuler les deux choses. Et justement, puisque tu parles d'Axel Cornille et de Céline Delbecq, qui sont à la fois auteurs et metteurs en scène, c'est très différent des artistes associés avant au Rideau. Oui. Je pense à Christophe Sermet ou Frédéric Dussène. Oui. Est-ce que là, il y avait une volonté de justement accorder un soutien particulier aussi à l'écriture, ou bien est-ce que tu vois une évolution là, juste dans le théâtre, quelque chose que tu avais envie de suivre? Oui, tout à fait. On avait soutenu pendant 3 saisons un auteur qui était Paul Pourveur quand je suis arrivé. Et puis, c'est vrai, quand je suis arrivé, j'ai eu tout de suite envie, donc c'était en 2007, d'associer des metteurs en scène, parce que je ne me voyais pas, moi, être le seul metteur en scène qui travaille de façon régulière dans la maison. Et donc à l'époque, j'ai souhaité soutenir un metteur en scène qui avait une histoire avec le Rideau, qui était Frédéric, et puis à l'époque un jeune metteur en scène qui était Christophe, qui n'avait fait qu'une ou deux mises en scène à l'époque.
Et puis effectivement, quand il s'est agi de prendre de nouveaux artistes associés, je me suis dit d'abord c'est bien de donner la place à des gens d'une nouvelle génération. Et puis ces deux artistes avec lesquels on avait déjà travaillé au Rideau, et le fait qu'ils soient aussi auteurs a pesé effectivement dans la balance. Je me suis dit, voilà, il faut que ça soit des auteurs aussi, puisque je dirais que le Rideau a toujours soutenu les auteurs. Pour moi, c'est l'ADN du Rideau, mais avant mon départ, je souhaite qu'on puisse encore renforcer le soutien aux auteurs, notamment à travers, par exemple, la bourse Claude Etienne qu'on vient de mettre en place, c'est-à-dire un soutien à l'écriture, 3 textes d'écriture émergente qui vont être soutenus à raison d'une bourse d'écriture de 5 000 €, d'un accompagnement avec un auteur plus expérimenté si l'auteur le souhaite, d'une résidence d'écriture à Marimont en collaboration avec le Centre d'écriture dramatique Wallonie-Bruxelles et d'une mise en lecture du texte dans le cadre du R Festival. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place. Et c'est super intéressant ça. Et quoi, il y a un appel à projet qui va être lancé donc, ça a été fait, donc on a lancé un appel à projet en demandant, donc ce sont des textes qui ne sont pas encore écrits, on demande un certain nombre de pages pour pouvoir juger de l'écriture des candidats, mais ça peut être un roman, ça peut être un scénario, ça peut être des gens qui n'ont jamais écrit pour le théâtre. L'idée c'est, on soutient des gens qui n'ont pas vu plus de 2 de leurs textes portés à la scène dans un cadre professionnel. Et puis on leur demande un projet d'écriture. Donc j'avais discuté avec Vincent Romain du Centre des écritures, j'ai dit tu penses qu'on va recevoir combien de candidatures? Il m'a dit 50, 60, on a reçu 150 candidatures. Et en plus, je dirais que je me suis dit on va recevoir n'importe quoi. Non, la qualité moyenne de ce qu'on a reçu est vraiment intéressante. Pour moi, ça a été un choc de voir ça et je me suis dit oui, voilà, donc il y a un vrai travail à faire aujourd'hui sur l'écriture, parce que avec le mouvement des écritures de plateau, des écritures scéniques, c'est vrai que l'auteur en chambre, on va dire, l'auteur qui a de plus en plus de difficultés à accéder à la scène. Alors après, il faut aussi, je ne dis pas du tout ça pour jouer la carte de l'auteur en chambre contre l'écriture scénique, parce qu'en plus, on a parlé d'Axel et de Céline, mais il y a toute une série de façons différentes. Si on prend la collaboration entre Thomas Depreyck et Antoine Aubin, c'est encore une autre façon de travailler. Moi, je constate aujourd'hui qu'il y a plein de façons d'amener l'écriture au plateau. Il faut que nous, on soit attentifs à ces différentes façons et qu'on fasse aussi évoluer les modes de production pour pouvoir répondre à ces différentes approches. Alors je t'emmène ailleurs, je voudrais parler de ce qui se passe depuis plus d'1 an là dans le monde entier, mais aussi dans le monde du théâtre belge, avec l'apparition du groupe FS. Est-ce que toi, tu as remarqué des différences depuis l'émergence de ce groupe? Est-ce que ça a eu un impact sur ta manière de travailler en tant que metteur en scène et en tant que directeur du Rideau? Alors je dirais que d'abord ce que je constate, mais avant même que le groupe FS soit formé, c'est que depuis un certain nombre d'années, les projets portés par des femmes, ou on va dire les femmes qui sont vraiment, qui mènent un projet comme metteur en scène ou comme autrice, ont explosé. Enfin, je veux dire, si on reportons-nous aux années 80, voyons le nombre de femmes metteurs en scène à l'époque ou le nombre d'autrices qui écrivaient pour le théâtre, proportionnellement par rapport aux hommes, il y en avait beaucoup moins. Aujourd'hui, je crois pouvoir affirmer qu'il y a davantage de projets portés par les femmes, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène, dans ce qu'on reçoit. Donc il y a véritablement une explosion. Et puis ça veut dire aussi qu'il y a une autre approche, qu'il y a une autre thématique, qu'il y a d'autres rôles aussi qui sont écrits pour les femmes, parce que quand les femmes sont toujours vues à travers le regard d'un homme, même si un grand auteur, comme le disait Tchekhov, je peux écrire sur un cendrier, sur un enfant, oui, c'est vrai, mais n'empêche que le fait que les femmes elles-mêmes se racontent ou disent le monde, parce qu'elles ne parlent pas que d'elles-mêmes évidemment, ça amène d'autres regards. Donc moi je constate qu'il y a vraiment un enrichissement à ce niveau-là, et je constate que je programme de plus en plus de femmes. Si je me reporte à mes premières saisons, je crois qu'à ma première saison, il n'y avait pas un metteur en scène femme. Et donc là, j'ai réalisé aussi, lorsque m'a fait prendre tous les mouvements récents dont FS, ça m'a fait
prendre conscience que moi-même, il y a des choses que je ne voyais pas dans mon approche, que sans doute je devais inconsciemment porter une attention moins aiguë au projet des femmes. Donc tout ce qui se passe là, pour moi, est extrêmement important. Donc oui, il y a des choses, alors, même en tant que directeur général par exemple, on s'efforce maintenant qu'il y ait une parité dans le conseil d'administration, dans l'assemblée générale, et on essaie progressivement de tendre vers une parité aussi au niveau des projets artistiques. D'ailleurs, moi, personnellement, sur la question de la parité, je pense qu'à un moment donné, il ne faudra pas hésiter à ce qu'il y ait certaines contraintes, parce que je pense que les choses ne vont pas se faire nécessairement d'elles-mêmes. Enfin, les mentalités sont en train de changer, mais ça peut aussi, à un moment donné, passer par des règles du jeu qu'on fixe à nouveau. Alors, il y en a qui disent, oui, mais la parité, alors, on va devoir... comment on va faire pour trouver des projets intéressants? Mais, comme je viens de le dire, des projets de femmes intéressants, ça n'est vraiment pas un souci, il y en a énormément. Et puis la question de la parité, on l'accepte à d'autres niveaux. Là, la parité au niveau des langues, par exemple, entre les flamands et les francophones, elle existe institutionnellement chez nous. Pourquoi ne pas effectivement inscrire la parité à d'autres niveaux, et notamment sur la question homme-femme? Et alors, par rapport au futur, donc après les travaux, après la nouvelle direction, qu'est-ce que tu pourrais dire des rapports qui existent actuellement entre les compagnies et les institutions? Ça ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est un gros sujet. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une vraie évolution dans la façon de concevoir la production, la programmation des spectacles. Il est sûr qu'il y a d'une part un certain pouvoir du côté des institutions, et puis il y a une multitude de compagnies qui portent des projets. Je crois que le rapport entre les théâtres, moi je préfère parler de théâtre que d'institution. L'institution, c'est un terme un peu fourre-tout comme ça, donc moi j'aime bien le mot théâtre. Il y a des théâtres, il y a des compagnies, c'est-à-dire des collectifs artistiques qui n'ont pas nécessairement de lieu. Comment on travaille ensemble? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler sur cette question-là. Il est certain que le fait qu'il y ait eu cet alignement au niveau des contrats-programmes a amené, à mon sens, quelque chose de très frontal, puisque les compagnies voulaient récupérer plus de moyens, ce qui est tout à fait légitime selon moi. Donc, au niveau du dialogue entre théâtre et compagnie, ça s'est pas mal tendu. Nous, on est vraiment... Alors, c'est des questions qui nous occupent au rideau très très fort. On a réuni toute une série d'artistes de compagnies avec lesquels on travaille. On a mené une réflexion. Et en interne, on mène aussi une réflexion. Et puis, individuellement, avec chaque artiste, on essaie de mener une réflexion sur comment on peut envisager de travailler ensemble, de mieux travailler ensemble, en sachant aussi que... pour moi, le théâtre, et pour le coup l'institution, elle doit aussi garantir une série de choses au niveau des lois sociales, par exemple, au niveau de... c'est plus contraignant. Un théâtre, par exemple, le Rideau de Bruxelles est signataire d'une convention collective, donc c'est plus lourd. Dans une compagnie, on va accepter plus de souplesse à ce niveau-là. Donc comment on articule ces deux choses-là? Comment on arrive à fabriquer des spectacles dans des bonnes conditions sur un plan social, en permettant aux artistes de faire évoluer l'institution, parce que c'est ça aussi, je crois que les artistes doivent faire évoluer l'institution. L'institution n'est pas une chose figée, mais l'institution doit aussi être garante de certaines choses. Donc il faut trouver une façon dynamique d'articuler tout ça. Après, on ne peut pas faire non plus l'impasse sur la question du nombre d'artistes, qui sortent de nos écoles, du nombre de compagnies et des moyens qui restent malgré tout limité au niveau des institutions. Après, c'est clair qu'il y a eu un rendez-vous manqué. Je pense que, à mon sens, on n'a pas assez revalorisé les subventions des compagnies. Moi, je trouve très sain, en tant que directeur d'un théâtre, de me retrouver face à une compagnie qui a des moyens, et donc que le dialogue, parce que c'est aussi un rapport de force, et donc d'être face à des compagnies fortes, et qu'on puisse discuter production. Parce que quand l'artiste dépend entièrement de l'institution, évidemment, le rapport de force est faussé. Donc là, on a eu beau parler de l'artiste au centre, je pense que malgré tout,
les moyens sont restés globalement du côté des théâtres. Il fallait revaloriser les subventions des théâtres. Ça faisait plus de 10 ans qu'on n'était plus indexé. Mais je pense que voilà, il aurait fallu aussi davantage soutenir les compagnies. J'en parle à l'aise parce que bientôt je ne serai plus directeur de théâtre et je vais me retrouver directeur de compagnie. Et alors, dernière question que m'a soufflé une autrice belge d'ailleurs de théâtre, Véronica Mabardi. Si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui et pourquoi? Ouh, mon Dieu. Alors, avec qui est-ce que... Avec quelqu'un de vivant, je peux le faire, je le fais. Donc, je dirais en tout cas quelqu'un de mort, ça certainement. Mais avec qui? Mais je dirais parce que je viens de le monter avec Anouk Levin. Voilà. Pourquoi pas avec Anouk Levin, qui est un auteur qui me fascine, que j'ai découvert alors qu'il était déjà décédé. J'ai une véritable fascination pour ce dramaturge. Donc aller boire un verre, discuter avec lui, ça c'est quelque chose qui... voilà, un grand dramaturge, quoi. Voilà, un grand dramaturge comme celui-là. Je bois des verres avec des grands dramaturges vivants, mais celui-là, qui pour moi est un des plus grands du XXe siècle, et je suis persuadé quelqu'un qui va rester. Oui, ça m'aurait intéressé d'essayer de comprendre un peu mieux comment il est arrivé à une telle maîtrise dramaturgique. Ben, merci beaucoup. Merci.